Bonjour à tous et bonne année à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et mangas en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal et toujours en compagnie du maître des lieux, Frédéric Culfugère. Salut Fred. Bonjour Vincent. Les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Ça a été très bien. Bon, alors on commence tout de suite avec un album qui s'appelle Au soir de grande ardeur, aux éditions Le Lombard, de Nicolas Puzena, qu'on avait déjà chroniqué avec Mégafauna. Nicolas Puzena s'immerge dans des bouleversements du néolithique pour livrer un conte qui en dit beaucoup sur nous-mêmes. Dans Mégafauna, effectivement, il imaginait une Europe divisée entre Néandertal et Homo sapiens. Ouais. Là, on reste dans une proto-histoire mythologique, on va dire, mais effectivement, il décale un petit peu l'ambiance, la période, avec vraiment les tout débuts de l'installation de l'humanité dans des villes, dans des villages plutôt, Oui. soyons honnêtes, et C'est le passage du nomadisme au sédentarisme. voilà, c'est ça. Il imagine un récit se déroulant dans une ville qui connaît quelques petits changements politiques. Évidemment, le bouleversement va arriver et ces personnages vont être pris dans la tourmente. Et alors, c'est là où tu en revenais tout à l'heure, effectivement, c'est le destin des personnages, c'est leur volonté propre qui va influencer le destin de l'humanité à sa petite échelle, dans son intégralité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que à partir de récits intimes, il arrive à extrapoler pour construire une espèce de mythologie préhistorique. Ouais. Et moi, c'est ça que je trouve réjouissant, parce que c'est un domaine qu'on ne voit pas souvent en bande dessinée, et c'est toujours fait avec beaucoup de malice, avec beaucoup d'intelligence, et beaucoup de subtilité. Oui. Nicolas arrive à mettre le doigt sur des travers actuels, mais en décalant le prisme vers la préhistoire. Vers la préhistoire. Ouais, c'est ça. Une préhistoire, en tout cas, parce que je ne pense pas que son travail passerait les fourches caudines des paléontologues. Enfin, en tout cas, peut-être un peu, mais j'en sais rien. Et ça marche très bien. Je trouve qu'il arrive à vraiment construire ses personnages. Il y a évidemment ces questions de lutte de pouvoir, avec ce chef qui est obnubilé par l'or, par les bijoux, et une jeune... En fait, on va suivre en parallèle beaucoup de personnages. Oui. Une jeune servante, esclave, on ne sait pas trop, complètement enamourée du chef cuisinier. Ouais. Et mais le chef cuisinier a une relation avec une nomade de l'extérieur, mais c'est caché. Donc voilà, c'est vraiment toute une imbrication de relations humaines qui vont mettre le feu aux poudres. Et puis le feu, quand on t'en parle, parce qu'il y a un gros feu de forêt autour de la cité, ça fait très écho à ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis en ce moment. Mais c'est, pour moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est une allégorie du changement climatique, c'est ça. De l'inaction de l'humain, parce qu'il veut complètement garder ses habitudes, son précaré, son confort, alors que le feu arrive, il va falloir faire quelque chose. Oui. Et voilà, c'est là où je veux revenir avec le travail de Nicolas Puzena, c'est qu'à travers la fiction, à travers le divertissement, parce que ça reste une bande dessinée d'aventure avec beaucoup de rebondissements, un dessin extrêmement agréable à feuilleter, à admirer, parce qu'il alterne aussi des grandes doubles planches de nature. Et, il y a des illustrations superbes dans le bouquin. Ouais. Et donc voilà, il arrive à parler de notre monde actuel en parlant de sa préhistoire. Et puis un monde paradoxal finalement, parce qu'il décrit les bienfaits de la modernité finalement dans ce monde du néolithique, mais il souligne aussi les effets pervers qui entraînent justement le progrès. Et il invente aussi quelque chose, une espèce de petite mythologie qui m'a beaucoup plu. Chaque personnage a un ancêtre qui lui parle. Oui. Alors est-ce de la maladie mentale? Est-ce juste une part de l'humain? Le poids des ans, des traditions. Voilà. Il y a encore une fois sujet à interprétation, et c'est ce qui fait la richesse du bouquin de Nicolas Puzena. Et c'est drôle aussi, parce que ce décalage, la grand-mère de l'héroïne a un caractère... pas facile. Pas facile. Contrairement à l'héroïne qui est plutôt bonne patte, mais de temps en temps la grand-mère prend le pas. Est-ce que c'est vraiment la grand-mère? Est-ce que c'est l'héroïne qui se révèle? Voilà. Donc tout est dans le non-dit, dans la suggestion. Est-ce que ces voix qu'elles entendent aussi, qui prennent le pas sur ce qu'elles font aussi, qui les guident finalement vers leur avenir, vers leur destin? Beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais c'est justement à l'intelligence du lecteur de faire le complément de boulot. Et c'est ça que je trouve intelligent, parce que c'est vraiment faire appel au lecteur et à son intelligence pour démêler la trame du récit. Ouais, c'est vraiment un album très très réussi.
D'une grande finesse, vraiment, j'ai trouvé cet album de Nicolas Puzna, avec un équilibre parfait entre fiction et réalité, de toute façon, et qui nous laisse nous poser énormément de questions sur notre monde d'aujourd'hui à travers ce prisme du néolithique. C'est superbe, ça s'appelle Au soir de grande ardeur, c'est aux éditions Le Lombard et c'est de Nicolas Puzna. Alors là, on va passer à quelque chose d'autre. Tu voulais nous parler aux éditions d'Argo de Marcy, tome 1, Le point de bascule de Cathy Bor, qu'on connaissait pour Peace Mémé, par exemple. Là, c'est un cosy mystérie joyeux universel, un polar feel-good à la Posy Simons. Un petit peu, voilà. Marcy, elle a la cinquantaine, un boulot de merde dont elle va se faire virer lamentablement. C'est ça. Elle va en retrouver un autre. Elle doit élever seule sa fille qui est lycéenne, Ouais. qui est très nouvelle technologie, ça se passe de nos jours. Hein. Oui. Et elle va mener des interviews dans la rue, parce que c'est le seul petit boulot qu'elle a trouvé. Mais elle fait ces interviews en face d'une espèce de grande agence de détectives, et elle a le déclic. Elle a le déclic, elle se dit, je vais y aller au culot, je vais me proposer comme détective. En plus, une femme de 50 ans, personne ne me remarque. C'est ça, personne ne la remarque. Personne ne la calcule, tout le monde s'en fout parce Oui. qu'elle n'est plus dans la séduction, elle n'est pas encore dans l'âge de la grand-mère, Oui. elle est invisible. Oui. Et à partir de là... Et ça, c'est un vrai argument pour le patron de l'agence détective. Ouais. Et donc, elle va commencer à mener des petites enquêtes pour retrouver des chiens disparus, volés, on ne sait pas. Et très vite, ça va basculer dans un poil plus ambitieux, mais c'est pas non plus un polar avec des meurtres sanglants, Non. ce genre de choses. Il va y avoir un meurtre mystérieux. Oui. Voilà. Mais c'est pas gore, Non. voilà. Et moi, ce que j'adore dans l'écriture de Cathy Bor, c'est encore une fois la finesse de la psychologie de ces personnages. Parce que elle sonne juste, elle sonne vraie, cette Marcy. D'ailleurs, Marcy, c'est un prénom qu'elle a caché toute sa vie, parce qu'elle n'aimait pas ce prénom. Et au final, elle va se l'approprier en tant que détective. Donc il y a une espèce de parcours personnel aussi très intéressant à découvrir. Ah ben là, on découvre avec elle les tourments de la cinquantaine, et puis les désagréments physiques aussi que ça implique. Les bouffées de chaleur de Marcy, c'est quelque chose. Oui, voilà. c'est ça. Mais c'est tout aussi ça, c'est très personnel, c'est très intrusif finalement dans ce personnage d'une femme de 50 ans. Ouais. Dans Peace Mémé, c'était plus la quarantaine, Ouais. la volonté de changement. Et là, pour le coup, dans la cinquantaine, c'est l'acceptation, la revendication, s'assumer, Oui. envoyer péter ceux à qui ça plaît pas. Et c'est vraiment un album que je trouve fort, oui. virulent, peut-être pas jusqu'à ce terme, mais revendicatif, Oui. complètement. Très fort en émotion, hein. Et d'ailleurs son trait de Cathy Bor, il est vraiment plein d'émotions, hein, avec des couleurs pimpantes, et des dialogues naturels là, qui visent juste et qui contribuent beaucoup vraiment à nous rendre de bonne humeur en lisant cet album. Ouais. Oui, c'est du polar, un léger polar, Ouais. feel good mais profond quand même, c'est pas cucu la praline ou quoi que ce soit. Non, c'est Et pétillant. c'est pétillant et c'est vraiment très chouette. Ouais. Voilà. Et puis un petit air british aussi, forcément, dans l'écriture de À un Cathy moment, Bor. elle parle du Detection Club et Ouais. voilà, on s'en rend bien compte que c'est du polar à la Agatha Christie, un Oui, petit c'est peu ça. vaguement, mais il y a une filiation. Ouais, c'est plein d'émotions aussi, et puis c'est un petit polar aussi, donc on suit l'enquête. On est complètement avec Marcy dans cet album-là, vraiment très réussi cet album de Cathy Bor aux éditions d'Argo. Ça s'appelle donc Marcy, le point de bascule. On vous le conseille. Alors là, on va passer à quelque chose d'autre, et encore avec des personnages encore plus âgés. Tu voulais nous parler de La montagne entre nous aux éditions Sarbacane, de Marcel Chorijan et de Jeanne Sterkers. C'est une première BD. À l'approche de la soixantaine, deux lesbiennes se retrouvent dans leur village d'ado après plus de 40 ans de séparation. Une post-romance rurale et touchante qui pose la question, n'est-il jamais trop tard pour s'aimer ? Alors quand tu dis deux lesbiennes, c'est ça en fait toute l'ambiguïté du truc. C'est que une revient. Et donc elle a la soixantaine, sa mère est complètement aphasique. Oui. Il va falloir qu'elle la mette en maison de retraite. Et elle revient dans son village natal, elle qui a construit toute sa vie à Paris, à l'occasion de l'enterrement du mari de sa meilleure amie. Oui. Enfin, meilleure amie, voire un peu plus. Oui, c'est ça. Mais justement, tu disais lesbienne, il y a toute cette ambiguïté. Sa meilleure amie, son amour de jeunesse, s'est mariée. Oui. Elle n'a pas eu d'enfant, mais avec le boucher du village, a construit toute sa vie autour de son mari. Oui. Est restée dans son coin reculé. Alors reculé, c'est pas péjoratif, mais moi j'imagine ça Dans la campagne, dans un petit village de voilà. montagne. Hein, c'est Ouais. les Alpes, ça peut être le Jura, ça peut être les Vosges. Je mettrais ma bille sur les Alpes quand même. Mais
il y a un côté, la trajectoire de vie. Oui. Voilà. En fait, tout part d'un non-dit à l'adolescence et 40 ans après, Et les conséquences. d'un non-dit où elles devaient peut-être partir ensemble, je veux pas trop en dévoiler, mais, Pourquoi ça ne mais s'est voilà, pas fait et ça s'est pas fait. Et la ça s'est rancune. pas fait par rapport au poids aussi de ce que pouvait représenter un amour homosexuel il y a 40 ans, parce que c'était quand même quelque chose. Voilà. On peut rappeler que l'homosexualité était un délit encore il y a 40 ans, donc c'était très très chaud à Voilà. l'époque. Et le poids de la rancune Ouais. accumulé au fur et à mesure des années aussi. Cet amour-haine qu'on a finalement qui est si proche l'un de l'autre sur ces deux Et sentiments. en même temps, oui, bah, il y a ce phénomène d'attraction, rejet, Ouais. qui est vraiment fait de façon très délicate et très subtile. C'est encore une fois une écriture d'une grande finesse, Oui. parce qu'à aucun moment ça sonne cliché, à Non, aucun pas moment du tout. voilà, ça sonne réaliste, Ouais. ça sonne les empêchements de la vie, les regrets, les remords, l'envie de se rattraper, et tout est là-dedans. Et c'est vraiment un album à la fois très dur, parce que elles sont un peu toutes les deux passées à côté de leur vie et C'est ça. qu'elles imaginaient, et en même temps optimiste, parce que là, elles sont là ensemble toutes les deux, et peut-être arriveront-elles à surmonter le passé. Oui. Parce que le poids du passé, c'est leur passé à elles, mais c'est le passé familial de chacun des deux C'est ça. côtés aussi. Et mine De de rien, presque de tout le village de aussi, tout le quoi. village, De il y a ce toute cette poids- ambiance-là, voilà, ce poids-là. Ce poids-là du côté rural, juste après-guerre aussi, parce qu'elles grandissent dans l'immédiat après-guerre. Voilà. Donc c'est un récit très ancré géographiquement. Quand elle parle de la montagne entre nous, c'est aussi la séparation géographique, le côté... moi, je peux m'assumer comme lesbienne, parce que le personnage principal a vraiment, là pour le coup, le cliché de la lesbienne parisienne, Oui. masculine, Oui. tandis que l'autre... elle s'est mariée, voilà. Donc il y a vraiment un ensemble de choses extrêmement fin, extrêmement bien écrit, et puis le dessin. Alors le dessin, Hein, Jan Starker, parvient à illustrer cette histoire pleine de sensibilité avec des couleurs directes, au feutre, à l'alcool, vraiment, qui allie les scènes passées et présentes avec la même puissance, voilà, avec des cases silencieuses. C'est vraiment bien fichu. Et Ouais. pour une première BD, j'aimerais bien lire plus de bonnes premières BD comme Ouais, ça. c'est une romance de fan mûre dans un contexte où l'homophobie empêche la sérénité d'une relation. Moi, c'est une BD qui a fait vraiment chavirer mon cœur en ce début d'année, donc on vous la conseille vraiment. Ça s'appelle La montagne entre nous, aux éditions Sarbacane. C'est de Marcel Chorijan et de Jan Sterkers. Alors, on passe à quelque chose de complètement différent maintenant. Tu voulais nous parler d'un album qui s'appelle Le Nirvana est ici, aux éditions du Seuil, de Michael Ross, traduit en français par Jean-Baptiste Courceau. Une fable tragicomique dans un Berlin écrasé de soleil. Alors ça se passe de nos jours à Berlin. Et on suit deux ados. Elle doit être en troisième, Ouais. lui est peut-être en seconde, en première. Ils sont issus de la communauté vietnamienne immigrée. Oui. Et ils vont faire un tour en Pologne, acheter sur un marché. Et ils rencontrent une jeune femme qui est enfermée dans une voiture. Et ils vont lui donner un coup près. Jusque-là, c'est de l'anecdote, ça ne change rien. Quelques jours plus tard, la gamine trouve une boîte avec un doigt sectionné dedans. Oui. Et à partir de là, les deux anecdotes qui ont l'air séparées finissent par se rejoindre. Les deux ados sont mêlés à un trafic d'êtres humains. Ouais. Ça démarre comme un polar, c'est un polar. Et en même temps, c'est autre chose, parce qu'il y a ce côté chronique adolescente, il y a ce grand frère qui... ils vivent dans une banlieue pas très favorisée. Hein, Non, c'est clair. il y a le côté immigré vietnamien, avec les parents qui ne parlent que vietnamien, qui ont transmis au fils, mais pas à la fille. Il y a les amis de la fille. Il y en a un qui est un peu geek sur les bords et qui ne sait pas trop s'y prendre avec les autres, mais qui a qu'une envie, c'est d'être acteur. Il va être aidé par une petite mamie qui est une ancienne actrice, mais qui a connu la déchéance. Enfin voilà, c'est tout un panorama de personnages. Ah, il y a une espèce vraie galerie de comédie humaine. personnages Voilà. qui sont complexes et attachants, tous ces personnages-là. Ouais. Tout est crédible, tout Ouais. est, encore une fois, formidablement écrit. Moi, c'est ça qui me, Ah oui, c'est clair. qui me plaît. Et c'est parti pour beaucoup de rebondissements. Et c'est extrêmement nerveux. Dans la narration, c'est un petit bijou, cet album. Oui. Parce que ça fait 300 pages, peut-être même 350, 350. ouais. 350. Ça défile à fond la caisse. Ouais. Et on n'arrive pas à lâcher le bouquin. Parce qu'il y a à la fois ce côté polar qui nous attrape, Oui. mais il y a aussi, tout bêtement, le rythme de la vie quotidienne qui est extrêmement bien rendu. Et c'est aidé aussi par le dynamisme du dessin de Michael Ross, Clairement. Ouais. qui, moi, me rappelle un petit peu la veine indé américaine,
ou même française, un peu un style à la Pierre Morel, et en même temps, il y a du dessin manga rétro, ambiance années 80 à la Otomo. Il y a presque du comics aussi de temps en Voilà, temps. c'est vraiment de la fusion de genre. Ouais. Il y a vraiment de la fusion de genre, et avec une bichromie noir-rouge, mais très légère. Ouais. Et ce côté Berlin contemporain. C'est clair. Alors un décor de Berlin oppressant, on est en été, c'est le soleil, donc ça pourrait être de la légèreté parce que c'est l'été, c'est le soleil, mais non, le soleil il est dur, il est oppressant, on voit les ombres aussi quand le soleil se couche, enfin, ça donne une ambiance au récit qui est assez incroyable, le dessin vraiment apporte énormément au récit aussi. Ouais. C'est vraiment un album hybride, qui mélange tous les genres, qui mélange tous les styles de dessin, et qui est d'une efficacité redoutable. Et surtout d'une qualité d'écriture assez incroyable. Et de narration. Voilà, t'as tout dit, on n'a pas besoin d'en dire plus. Ça s'appelle donc Le Nirvana est ici, c'est aux éditions du Seuil, c'est de Michael Ross, 350 pages qui s'avalent à la vitesse de la lumière, c'est vraiment bien fichu, on vous le conseille vraiment. Alors en parlant de soleil, on va aller sous le soleil de Cuba avec cet album Havana Split, aux éditions du Puy, tome 1, Bienvenue à Cuba, de Brémo, qu'on avait chroniqué pour Le Haut Fer qui se passait dans les Vosges, et de Vic Masiosi, jeune dessinatrice italienne, dont je crois que c'est le premier album. Oui. Ça se passe à Cuba, dans les années 60, pile au moment où... c'est Cuba ni d'espion. Voilà, c'est Cuba ni d'espion. Castro n'a pas encore pris le pouvoir. C'est justement là toute la rébellion qui commence à se manifester de façon plus intensive. Oui. Et en même temps, Batista, le président, veut absolument rester là, soutenu par la CIA qui voit d'un très mauvais œil la montée du communisme et de la rébellion de Castro. Et donc voilà, ça c'est le contexte. Oui. Qui est déjà plutôt bien rappelé dans les 10-15 premières pages, parce que c'est vraiment un contexte politique qui peut ne pas être très commun pour tout le monde, mais c'est rappelé de façon très fluide, et ça c'est très plaisant à lire d'ailleurs, l'espèce de mise en place du récit. Et on suit une agence de détectives privée avec un pauvre type, voilà, il n'est pas très très doué, on va dire ça comme ça, mais qui se retrouve mêlé à une affaire qui va le dépasser complètement. Et il est aidé par un ancien de la CIA qui avait des visions pas très compatibles avec celles de son patron, on va dire, et donc qui s'est fait larguer avec perte et fracas, et qui a un petit peu de compte à régler avec la CIA. Donc là, tout ça dans ce panier de crabes, c'est parti pour, comme tu dis, Cuba ni d'espion. Voilà, beaucoup de faux semblants, beaucoup de rebondissements, du polar, de l'aventure, extrêmement des mafieux, des politiciens corrompus, des guerrilleros à l'aube de la révolution. Voilà. C'est tout ça. Tout ça se mélange sur une histoire qui n'a rien à voir presque avec tout ça finalement. Voilà, c'est ça. Sur une histoire d'argent. Voilà, c'est une histoire de pognon, de disparition, de fille qui revient depuis les États-Unis pour revoir son père, mais lui n'est pas prêt. Enfin, il y a vraiment une tonne de rebondissements dans ce bouquin, et tout passe comme une lettre à la poste. Parce que la dessinatrice, Vic Masiosi, elle est super forte. Voilà, je sais pas comment elle fait. Un travail étonnant et détonnant, quoi. Elle joue vraiment sur une certaine esthétique qui fluctue entre la liberté du dessin et la rigueur artistique. Il y a un travail sur les décors qui est assez incroyable, et surtout un travail sur la couleur qui amène une ambiance assez folle à ce récit. C'est de la vraie bonne BD grand public qui peut plaire à tout le monde, parce que voilà, là on est dans l'aventure, dans le polar, avec teinté d'humour, un dessin virevoltant, plein d'énergie, des couleurs chatoyantes. C'est extrêmement bien écrit, encore une fois. Et extrêmement bien dessiné. Moi, je découvre Vic Masiosi. Là, je trouve qu'en plus, dans les mouvements, dans les bagarres, elle donne... ça pulse. C'est une BD pulp, comme ça, des années 50-60, très colorée. Et en même temps, il y a ce souci de la documentation, de la rigueur historique, on va dire ça comme ça, parce que ça reste un récit d'invention, mais qui pourrait totalement être plausible dans son Cuba-là. Moi, ça me fait penser un peu aux frères Cohen, qui prennent un cadre, qui le respectent, et puis à l'intérieur, ils font n'importe quoi. C'est exactement ça. Un n'importe quoi qui est cohérent avec ce qu'ils ont décidé de raconter. Alors, on a hâte de voir la suite, parce que moi, je suis resté quand même sur ma faim à la fin de ce tome 1. Voilà, c'est une mise en place de cette série-là. C'est un tome 1. C'est un tome 1 et on a envie que ça aille encore plus loin. Ça devrait plus trop tarder. Un premier opus qui claque et qui nous renvoie dans une vision d'époque caricaturée, mais loin d'être fausse. Bienvenue dans ce monde cruel de Havana Split. Tome 1, Bienvenue à Cuba, aux éditions Dupuy, de Brémo et Vic Masiosi.
Alors là, on passe dans du sanglant tout mignon. Oui. C'est bizarre. Beneath the Trees Where Nobody Sees, aux éditions Ankama, de Patrick Horvath. Un roman sanglant et inattendu à mi-chemin entre Le Vent des Saules et Dexter. C'est complètement ça. Voilà. C'est un univers animalier. Oui. Ça se passe dans une petite ville des États-Unis hein, où tout le monde se connaît, tout le monde se salue, tout le monde s'apprécie. Et la tenancière de la quincaillerie, alors oui, il y a encore une quincaillerie, Oui. c'est dire à quel point c'est l'Amérique un petit peu fantasmée. C'est ça. Tout le monde l'aime bien, tout va bien. Mais elle cache un lourd secret. C'est une tueuse en série. Oui. Mais elle est assez maligne pour faire ses petites affaires dans la grande ville D'à côté. d'à côté. Jusque-là, pas de problème. Elle a déjà fait une bonne vingtaine de victimes, pas de souci. Mais là, il va y avoir un meurtre sanglant chez elle. Oui. Et là, il va falloir qu'elle s'en occupe. Est-ce que c'est lié à ses activités ? Est-ce qu'on ne risque pas de la découvrir puisqu'il va y avoir une enquête sur... C'est ça. Et voilà, ça démarre comme ça. Et c'est là tout ce côté Dexter finalement, parce qu'elle entend aussi, comme Dexter, il avait son passager sombre, une petite voix qui lui dit, qui lui donne envie d'aller tuer et d'être cette tueuse en série. Et c'est ce contraste avec le dessin qui fait vraiment, oui, comme tu le dis, le vent dans les saules. Voilà. Album jeunesse de Album maternelle, hein, oui. vraiment. Hein. Sauf que la couverture donne tout de suite le ton, c'est très coloré, c'est très mignon, mais il y a un sac plein de sang. Voilà. Donc c'est pas pour les enfants, Non. clairement pas. Il y a des scènes de découpage, et je parle pas de découpage de BD, hein, je Oui, parle de découpage, découpage. de personnages qui sont très graphiques, mais c'est drôle. Oui. C'est extrêmement drôle, c'est gore et en même temps mignon. C'est un album qui met pas spécialement mal à l'aise, parce que dès le début, on sait que c'est une pochade, mais c'est bien fait. Ouais. Mais c'est un peu dérangeant quand même, on se dit, mais ils sont vraiment tout mignons, tous ces personnages, Ouais. l'ours, la souris, enfin, tous ces personnages. C'est un peu comme Happy Tree Friends, Ouais. le dessin animé des années 2000 où les personnages de cartoon se désossaient complètement. Voilà. C'est un peu le même genre d'esprit, on prend une esthétique mignonne et on fait des trucs atroces avec, et ça marche très bien. Ouais, ça marche Alors, vraiment c'est très bien. une histoire complète, Ouais. la fin peut présager d'une suite ou pas, C'est ça. mais c'est vraiment une lecture atypique. C'est vraiment bien fichu. Quand Winnie l'ourson côtoie Dexter, c'est un peu ça. Un joli monde animalier taché de sang et de membres découpés. Vous allez vous dire qu'une fois qu'on aura trouvé les coupables, la lecture aura perdu de son sens. Eh ben non, pas du tout, parce qu'une relecture est vraiment intéressante aussi. Je l'ai lu 2 fois et on en trouve encore sur la relecture. Ça s'appelle donc Beneath the Trees Where Nobody Sees, aux éditions Ankama, de Patrick Horvath. Alors là, tu voulais nous présenter un manga, mais français. Ça s'appelle Shin-Zero aux éditions Rue de Sèvres dans le label 619 de Mathieu Bablet, qu'on connaissait pour Carbone et Silicium par Entre exemple, autres, Shangri-La, The Midnight Order, plein de choses, et de Guillaume Singelin, qu'on connaissait pour Frontières. Là, tu m'en as parlé, tu m'as dit, bah voilà, ils font du Bioman, quoi. J'ai dit, wow, Alors moi, sur le papier, j'étais pas convaincu non plus, ouais, parce que réinventer la figure du Super Sentai, donc oui, c'est les Bioman, Ouais, c'est c'est les Power Rangers, c'est les groupes d'adolescents qui se déguisent pour être des super-héros. ouais. Moi, je trouvais pas grand-chose d'intéressant là-dessus. Mais ma foi, Mais il y a le c'est talent- du Bablet et du Singelin. donc voilà, c'est- il y a le c'est un talent peu de Bablet et intéressant. Singelin et ils y arrivent. Ouais. Ils sont balèzes, il n'y a pas à Ouais. dire. Les personnages sont des Super Sentai, Ouais, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. ouais. Ça se passe dans un univers où les Sentai ont battu les kaiju, donc ces Oui, énormes les kaijus ont monstres disparu depuis 20 ans. depuis 20 ans. Et les Super Sentai, il y a une espèce de méga corporation qui s'en sert comme des vigiles uberisés. Oui. Voilà, ils ont quelques petites missions à droite à gauche, C'est ça. des trucs sans importance. Et c'est une manière pour des jeunes adultes de remplir le frigo, tout bêtement. Ouais. On va suivre un jeune homme en particulier qui, lui, veut à tout prix être un Sentai parce que voilà, son histoire familiale fait que il y croit dur comme fer. Il veut être ce super-héros-là. Et voilà, il veut être ce super-héros-là, et donc il va rentrer dans une coloc avec d'autres Super Sentai, qui n'ont pas la même façon de voir les choses que lui. Ouais. Et c'est cette dynamique de groupe, de jeunes adultes désabusés, pas tous, mais voilà, cette rentrée dans l'âge adulte qui n'est pas forcément très simple. Et voilà, c'est là le cœur du récit. Oui. Au-delà du côté super-héros, qui, à mon avis, arrivera beaucoup plus dans le tome 2, Oui. mais dans le tome 1, les auteurs ont déjà réussi à nous intéresser Oui. à des personnages qui, moi, de base, ne me parlaient pas. Ah bah oui, moi non plus, donc là, ça me parlait pas du tout non plus. mission remplie. Oui, c'est clair. Voilà, tout bêtement, Ouais. ils arrivent à faire un truc intéressant à partir de quelque chose d'assez ringard. Ouais. Faut dire ce qui est. Oui, c'est clair. C'est une relecture d'un truc ringard et en faire un truc cool. Là, déjà, rien que pour ça,
Bravo. Et c'est plaisant à lire. Alors, j'avais aucun doute sur la narration de Singelin, sur son dessin. Le petit format manga fonctionne à merveille. C'est un bouquin qui fait 250 pages. Avec du noir et blanc, mais juste les combinaisons des Sentai colorisées quand même. C'est ça. Pour les reconnaître il y a une plus, esthétique qui marche super bien. Ça fonctionne, tout bêtement. C'est vraiment une bonne BD à lire. Ça se dévore. Moi, j'en peux plus déjà d'attendre le tome 2. Oui, c'est clair. Ce sera en 3. Ça n'a pas le temps de se disperser. Moi, pardon de ne pas y avoir cru dès le début. Voilà, mais avec des thèmes en plus qui sont vraiment là, qui sont vraiment ancrés dans cette bande dessinée, le courage, passage à l'âge adulte, la responsabilité, ce besoin de modèle qu'ont les adolescents, la jalousie, l'amitié, le sexisme, la prise en charge de la vieillesse, parce que c'est du service à la personne qui font ces Sentai aussi, le désenchantement de la jeunesse, tout y est en fait à travers ces Sentai pour nous raconter tout ça. C'est quand même très très intelligent de la part de Bablé et Singelin. Une relecture moderne et personnelle du Super Sentai. Mathieu Bablé et Guillaume Singelin réussissent à parler de notre époque de manière subtile et détournée. On vous le conseille, Shin Zero aux éditions Rue de Sèvres, label 619. C'est vraiment à lire. Allez, tout vite on passe à la jeunesse. Tu voulais nous parler de Mousquetaires Fantastiques, tome 1, La Fontaine du Fabuliste aux éditions Delcourt, de Jean-Christophe Devenay, Dante et Élise Follin à la colorisation. Une fable délicieusement décalée. Ça se passe dans une renaissance fantastique, puisque d'ailleurs le Versailles est dit Versailles fantastique. Voilà, tout de suite, il n'y a pas de confusion. Et c'est des mousquetaires fantastiques. On suit deux personnages qui font partie de cette espèce de corps d'élite. Il y a Artimon qui est le mec bourru, qui sait utiliser son arquebuse, voilà, pas de problème. Ça fait 20 ans qu'il est mousquetaire, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille. Et il ne laisse pas faire. Et il y a Valère qui lui est l'espion type. Oui. Il peut charmer tout le monde, il peut passer inaperçu. Très très rusé, le petit jeune très rusé, très malin. Ils sont au service du roi de France. Et là, ils ont un problème, enfin le roi a un problème, les animaux se révoltent. Ouais. Ils vont commencer à agresser les humains. Ouais. Et donc, ils confient la mission à ces mousquetaires fantastiques de trouver qu'est-ce qui se passe. Et là, les mousquetaires vont faire appel à La Fontaine. Oui. Le Jean de La Fontaine, celui le fabuliste, c'est ça. Qui, lui, évidemment, a un lien assez fort avec les animaux. Oui. Et qui va c'est la figure très écolo de ce bouquin-là, ouais. D'ailleurs, il parle en alexandrin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est toujours agréable. Moi, ça m'a rappelé De Cap et de Croc, ça fait toujours plaisir. Et Jean de La Fontaine va leur montrer son secret, une fontaine dans son domaine qui permet de se transformer en animaux. Ouais. Et donc, ils vont infiltrer la cour des Chênés, là où les animaux se réunissent. Le roi, c'est le cerf. Ouais. Le renard, c'est le maître espion. Enfin voilà, il y a un côté fantastique qui est développé. Et la vache, qu'est-ce que c'est bien. Voilà. C'est vraiment la très très bonne BD jeunesse. C'est inventif. Ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà lu. Ouais. Il y a ce côté référence à l'histoire de France, à la littérature française qui est plaisant. Tout le monde connaît La Fontaine. Il y a l'humour qu'amènent les caractères différents des personnages, parce que Artimon ne supporte pas la sensiblerie de La Fontaine. Il faut tuer tous les animaux. Quand il se transforme en animaux, évidemment, lui c'est un dog, machin. Enfin voilà, il y a plein de chien. Voilà, Valère c'est un petit chat rusé. Voilà, il y a vraiment un jeu permanent sur l'image et c'est fun à lire. Encore une fois, c'est bien écrit. On se laisse prendre au jeu. Même en tant qu'adulte, ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne super bien. En plus, l'ensemble est souligné par le dessin de Dante, mis en couleur par Élise Follin, qui offre un ton justement à cette aventure, entre mystère et humour, et rend particulièrement bien vraiment les expressions familières, animalières. C'est du beau boulot encore. Du très beau boulot. Cet album-là, une série qu'on va suivre avec grand plaisir. Ça s'appelle donc Mousquetaires Fantastiques. C'est un tome 1, La Fontaine du Fabuliste, aux éditions Delcourt, de Jean-Christophe Devenay, de Dante et Élise Follin. Et ben voilà, on a terminé, Fred. On a réussi à terminer en temps et en heure. C'est bientôt Angoulême, donc bon courage à Angoulême pour bonne chance. Enfin, amuse-toi bien. Nous, on se retrouve le mois prochain avec une autre sélection de bandes dessinées. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique Culture, et que vous pouvez retrouver ces chroniques de façon séparée sur notre chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner. Il est temps maintenant d'éteindre votre téléviseur et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.